Nous accueillons ce soir Camille Daujar, qui est archéozoologue. Elle va nous expliquer tout ça, chargée de recherche au CNRS et qui est au Muséum national d'histoire naturelle, qu'en plus je vous recommande d'aller voir à Paris. Et puis nous accueillons aussi Gaïa Barbieri, qui est psychologue clinicienne. Alors pareil, elle va nous expliquer, qui est lyonnaise. Elle travaille à l'hôpital du Vinatier, c'est ça? Ok, vous allez nous expliquer. Alors, vous connaissez notre format. L'une et l'autre des intervenants vont parler sur le sujet pendant 10 minutes, un quart d'heure. Après, c'est les questions dans la salle avec vous, questions-réponses. Au bout d'une heure, on arrête. Nous avons Alexandra de la bibliothèque de Paris, de la librairie de Paris, qui nous fait une petite bibliographie sur le sujet. Enfin, pas petite, une bibliographie sur le sujet. Jacques nous fait un petit quiz humoristique. Et puis nous reprenons la discussion jusque vers 21h30. Voilà, merci à vous et je laisse tout de suite la parole. Qui commence, à Camille ou à Gaïa? Il en faut une de toute façon. C'est Gaïa qui commence. Vous avez la parole. Prenez ce micro. Vous parlez tous et toutes dans le micro, même les questions dans la salle, vous attendez le micro pour l'enregistrement. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux. On va essayer de vous donner envie de rester. Alors, juste 2 mots sur ce que j'ai fait et sur mon lien avec cette soirée. Alors, moi, je suis psychologue clinicienne, c'est-à-dire je fais de la clinique, je prends en charge la souffrance psychique des gens dans un cadre institutionnel. Donc, je ne suis pas un libéral, mais il faut... On m'entend? Oui. Plus haut? D'accord. Ouais, peut-être je m'approche un petit peu du micro, peut-être c'est mieux, désolée. Et donc voilà, j'ai récemment, au mois de septembre, en vrai, eu mon diplôme en psychologie clinique à Lyon 2. Voilà, mon université est d'inspiration psychanalytique plutôt freudienne, mais moi j'ai une formation un peu plus large, on va dire, c'est-à-dire que j'ai une licence en philosophie, j'ai un master en sciences cognitives, je m'intéresse aux sciences sociales, voilà, je suis un peu hérétique, on va dire, je ne suis pas... Et je suis doctorante actuellement en contrat doctoral au CRPPC, donc au laboratoire de psychologie clinique de Lyon 2, auprès duquel je mène ma recherche de thèse sur l'expérience psychique de la migration. Donc la migration en tant qu'aventure psychique, parcours où les sujets s'émettent au monde. C'est un peu, comment dire... Ma grande hypothèse de base dans cette recherche, c'est que un mouvement migratoire, quand une personne décide, bien sûr poussée par tout un contexte social, politique, familial, son histoire personnelle, en interaction avec l'histoire collective, c'est toujours des choix qui relèvent de l'histoire et de l'histoire dans laquelle nous sommes tous pris maintenant. Alors, ma grande hypothèse de base est que ces mouvements de migration serait donc une tentative de inscrire dans le temps et dans l'espace hors du sujet un désir de devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de se remettre au monde dans des conditions autres, nouvelles, par la rencontre avec l'autre et par l'ailleurs, par un autre lieu. Donc, une tentative de signer une démarcation d'une origine souvent toxique, impossible à vivre pour plein de raisons différentes qui... Voilà, à plein de niveaux différents aussi de l'existence. Donc, au niveau subjectif personnel, au niveau politique, au niveau familial, il y a quand on prend en charge des personnes en migration, on prend en charge c'est le cas de tous les patients, mais je veux dire quand une personne est issue d'un parcours migratoire, on travaille
inévitablement à plusieurs niveaux, inévitablement avec les politiques et avec les sociales. On ne peut pas échapper de ça. Donc, davantage, quand on fait de la recherche sur ces thèmes, on se confronte pareil à tous ces niveaux-là de l'humain. C'est pas simple, on risque la confusion des langues, on risque de ne plus rien comprendre et tout mélanger. Et du coup, il faut essayer de tenir quelques repères et une pensée le plus possible partagée avec les autres. C'est pour cette raison-là que ce soir, cette rencontre avec vous, pour moi, est une véritable occasion de travail et de mettre à l'épreuve, de tester, si vous voulez, quelque part, ce que je suis arrivée à penser jusqu'à maintenant, parce que c'est toujours dans un contexte groupal, collectif et social que ces types de connaissances, je pense toutes connaissances, mais les sciences humaines encore plus, peuvent véritablement évoluer et avoir son sens. Donc, moi, ce soir, avec vous, je voudrais particulièrement me focaliser sur les thèmes de l'origine et de l'histoire. Parce que, voilà, vous voyez, migration et origine de l'homme est un peu notre sujet ce soir. Mais alors, on peut l'entendre d'un point de vue phylogénétique de l'espèce humaine, donc la migration comme un élément fondamental de la naissance de notre espèce en tant que telle, parce que voilà, Camille va nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, ou tout ce qu'on pense peut être arrivé de ce côté-là. Mais quand on parle d'origine de l'homme, d'un point de vue psychologique, on parle d'origine du sujet. Donc, comment est-ce qu'un être humain devient un sujet qui agit dans le monde, qui est animé par un désir, par un inconscient, par une histoire. Alors, la question des origines est bien sûr fondamentale quand on parle psychologie et quand on travaille avec les personnes soit qui sont en souffrance, soit qui ont envie d'explorer un peu tout ce qui se passe dans leur inconscient, soit les deux. Donc la question des origines est centrale, et la question des origines, quand on a affaire à des gens qui ont migré, elle est encore plus... sa présence et son importance dans le contexte clinique est encore plus forte. C'est quelque chose... l'origine est à la fois l'endroit, voilà, le pays, la ville, le point dans le monde duquel la trajectoire de cette personne est partie. Mais l'origine est aussi autre chose. L'origine interroge aussi le clinicien du pays d'accueil. C'est-à-dire que l'histoire de la migration est prise dans une histoire coloniale, post-coloniale, où les origines ont été attaquées, détruites, effacées par un contexte de domination. Donc tout ça, donc la co-implication d'histoire, origine et migration dans la clinique avec les personnes migrantes est centrale. Donc, voilà, c'est cet aspect-là que je voudrais, dans lequel je voudrais plonger avec vous ce soir et penser un petit peu, essayer de penser avec vous à notre espèce comme l'espèce qui finalement pour naître doit se mettre en marche. Il y a toujours la nécessité d'un mouvement, d'un déplacement, d'un dépaysement même, pour que l'homme en tant qu'espèce et en tant que sujet puisse exister. Donc voilà, ça c'est un peu les cœurs de ce que je voudrais discuter avec vous ce soir. Je laisse la parole à Camille et on reprendra tout ça. Merci Gaïa. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci. Ah, voilà. Ça va mieux? Oui, oui, tout de suite. Hein. Il y a vraiment une distance. C'est le menton. Bon, d'accord. Moi, je vais essayer de bien parler dans le micro. Mais voilà, bonjour. Puis je suis bien heureuse d'être ici parmi vous ce soir pour parler de cette thématique avec
Voilà, Gaïa, tout ce qu'elle vient de dire, et je peux vous dire 2 mots sur ce parcours. Ah oui, effectivement, il y a vraiment une différence. Pardon. Donc du coup, sur mon parcours en tout cas. Et on va pouvoir parler ensemble des migrations, mais dans le passé, avec moi, sur le paléolithique, la préhistoire ancienne, l'origine de l'homme. Mais le côté malheureusement psychologique, on en parlait tout à l'heure en venant à Saint-Étienne avec Gaïa, je travaille sur des hommes fossiles. Donc, quelque part, c'est un petit côté facile, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais pas tout ce qu'on veut, on n'a pas le droit. Mais bref, en tout cas, mais ce qui est rigolo, juste pour le petit clin d'œil sur ce parcours que j'ai eu universitaire, en fait, on a fait de la même faculté en fait à Lyon 2 à Bron, toutes les deux avec Gaïa. Moi, j'ai fait un double DUG en fait, psychologie, ethnologie. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, je savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque, que la préhistoire à Lyon, elle soit en fait dans le parcours d'ethnologie. Et moi, je me rappelle que c'est à ce moment-là que sur les bancs de l'université, j'ai eu cette chance de rencontrer la préhistoire. Mais voilà, pour tout vous dire, je voulais être psychiatre en fait, je voulais être psychologue. Psychiatre, c'était trop compliqué, il fallait faire médecine, j'ai fait 1 an, c'était vraiment trop compliqué. Il fallait faire que travailler. Mais après, voilà, j'ai fait de la psychologie et c'est pour ça que c'est intéressant en fait finalement qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui, parce que peut-être que dans l'origine de l'homme, les gens qui recherchent comme moi, enfin qui ont eu cette passion pour la préhistoire, il y a une recherche de l'origine. Et une recherche de l'origine, peut-être même au niveau du sujet aussi, quelque chose de très personnel. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Et quelque part, quand on fait des fouilles archéologiques, on fouille, on gratte. Et on va essayer de chercher ce qui se passe avant. Et moi, je pense que ça a beaucoup parlé en moi déjà. Donc, voilà, en tout cas, après ma thèse donc, qui a eu lieu à Lyon 2, en fait, j'ai fait une thèse en préhistoire sur en archéozoologie. Alors, c'est un mot un peu bâtard, mais... ça veut dire ce que ça veut dire, en fait, c'est archéo ancien, zoologie, c'est les animaux. Donc en fait, moi, je me suis orientée en fait dans ce chemin de la préhistoire en m'intéressant au rapport homme-animal. Mais parce que tout simplement aussi, je voulais faire de la préhistoire en fait. Mais mes profs à la fac, ils étaient paléontologues. Donc ils m'ont guidée en fait vers l'animal. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'homme. Donc du coup, j'ai essayé l'archéozoologie, ça m'allait très bien. C'était m'intéresser pas seulement à l'animal, parce que là c'était la paléontologie, mais moi ce qui m'intéressait le plus c'était de comprendre ce que l'homme faisait, et qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il chassait. Et du coup c'est ça que j'ai fait. Je me suis intéressée, je me rappelle à l'époque à la fac, je voulais m'intéresser à Néandertal. Je voulais vraiment, c'était Néandertal qui m'intéressait. Donc je me suis lancée là-dedans. Ça a commencé par l'Ardèche justement, au petit musée d'Orniac. Où j'ai eu la chance de commencer mes recherches en fait en archéozoologie sur Néandertal, une petite grotte des gorges de l'Ardèche où il avait habité, Néandertal. Et j'ai commencé là-dessus, j'ai continué en thèse, j'ai fait toute ma thèse en fait sur la subsistance de l'homme de Néandertal dans le sud-est de la France, Ardèche et Vaucluse. Et ensuite j'ai élargi ma recherche. J'ai eu la chance de rencontrer un chercheur qui m'a ouvert d'autres horizons, et je suis partie en Afrique, au Maroc, et sur des hommes plus anciens encore, ce qu'on appelle au sens large Homo erectus, mais on pourra reparler de tous ces noms. Un homme autour de 500 000 ans à Casablanca, où je travaille toujours d'ailleurs. Et puis ensuite, c'est le long parcours, vous savez, après la thèse pour avoir un poste, et du coup là, ça a duré longtemps. Et j'en ai eu un au bout de... Je crois que j'ai passé 5 fois le CNRS avant de l'avoir. Et j'y suis maintenant depuis 5 ans, et je suis au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dans un laboratoire de préhistoire, justement. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous ai dit, c'est cette relation homme-animal, mais à travers ça, bien sûr, c'est de comprendre nos origines, d'où on vient, comment on fonctionnait déjà il y a très longtemps, ce que ça peut représenter encore aujourd'hui pour nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'ailleurs. Est-ce que la préhistoire peut nous apporter la compréhension sur nos comportements actuels, sachant qu'on parle d'autres hommes, souvent, enfin pour ce qui me concerne, mais on peut parler aussi d'Homo sapiens, on en reparlera. Voilà. Et donc à travers cette relation homme-animal, on touche plein de choses en fait. On touche l'alimentation, on touche l'immigration, parce que voilà, il y a les animaux migrent et sûrement les hommes avec certaines fois. Et aussi tout le côté symbolique. Peut-être vous connaissez bien sûr, oui, vous connaissez la grotte Chauvet qui est juste à côté. Donc le symbolique aussi de l'animal,
Alors c'est moins parce que moi je travaille sur des hommes qui n'ont pas fait, récemment vous avez peut-être dû voir que Néandertal, on pense que maintenant il a peint aussi dans les grottes, mais il y a eu une publication là toute récente. On pourra en reparler, mais enfin bref, en tout cas voilà, ça touche plein de choses l'animal. Et donc à travers ça, moi j'essaye avec mes collègues. Quand on travaille en fait de façon pluridisciplinaire, sur une fouille, vous savez, il y a ceux qui travaillent sur les os comme moi, mais il y a ceux qui travaillent sur les os humains, les anthropologues, il y a ceux qui travaillent sur les silex, et on les appelle les lithiciens, le lithique, la pierre, ils travaillent sur les silex, il y en a ceux qui travaillent sur les restes de charbon, enfin voilà, et toute cette équipe en fait nous permet de comprendre et de refaire vivre en fait entre guillemets ce qui s'est passé dans un site archéologique, et puis ensuite au-delà du site, on va essayer de comprendre au niveau régional, puis ensuite au niveau mondial, les comportements, les voies migratoires. Parce qu'il y a des choses un peu étonnantes en préhistoire, par exemple. Ça arrive souvent que certaines inventions, je vais vous parler du feu ou de certains outils comme le biface. Peut-être certains d'entre vous connaissent cet outil. C'est un outil assez bifacial, symétrique, assez célèbre pour la préhistoire parce qu'il a perduré très longtemps. Mais il y a certains outils, certaines inventions qui vont apparaître en fait à différents endroits du globe, certaines fois même aux mêmes périodes. Et ça laisse aussi toute ce questionnement, est-ce qu'il y a eu différentes inventions tout à fait déconnectées entre elles, ou est-ce que c'est lié justement à des mouvements migratoires? Et ça, c'est la question de la plupart de ce qu'on se pose tous, quoi, pour plein de choses en fait. Donc essayer avec quelques sites archéologiques, essayer de retracer une histoire globale, c'est très compliqué. Mais on essaye. Mais en préhistoire, souvent, c'est que des hypothèses. C'est vrai que du coup, on ne se confronte pas au réel. En fait, si, bien sûr, c'est le réel, c'est des données. On parle de données scientifiques, mais disons que on reste hypothétique parce qu'on a tellement peu de sites, en fait. On a tellement peu de découvertes. C'est tellement fortuit, en fait, la fossilisation. C'est une chance, en fait, quand on trouve quelque chose. Donc du coup, parfois, il faut relier les choses, il faut tenter en fait la théorie, il faut tenter l'hypothèse, mais il faut quand même bien avoir en tête que malheureusement, par exemple pour les peintures de Chauvet, personne ne pourra nous dire un jour, voilà, moi j'ai fait ce lion, là, le panneau du lion, je l'ai fait parce que je venais d'en tuer un, ou alors non, parce qu'en fait c'était un sorcier, enfin on ne sait pas en fait, on ne saura jamais quoi. Donc ça, il faut l'accepter. En préhistoire, c'est... Ou alors on fait des romans, on peut faire les deux, mais voilà. Bon, je ne sais pas si on peut peut-être passer la parole. Oui, on va passer la parole au public. Préparez votre première question. Avant tout, moi, il y a une chose que je voulais vous dire qui m'a surpris dans votre discours, c'est que vous ne mélangez pas homme et animal. Vous dites les hommes et les animaux. L'homme n'est-il pas un animal? La question, elle commence rude là. On appartient au monde animal au niveau paléontologique, certainement au niveau de la classification. Bien sûr, on est des primates. Alors là, si vous voulez que je rentre dans la différence entre l'homme et l'animal, peut-être, Gaïa, tu veux dire un mot? Et puis après, Oui, c'est ça. Oui, c'est une question fondamentale et très intéressante. Moi, j'ai jamais, tout en étudiant psychologie et regardant l'homme en ce qu'il a de différent par rapport aux animaux, je pense que oui, on reste de gros singes et des animaux. Mais il y a, si je peux dire juste une chose, qui est un caractère qui appartient seulement à l'homme, c'est ce que Freud appelait le travail de culture, la Kulturarbeit. Donc la construction d'une civilisation humaine, bien sûr, un travail infini est toujours menacé par la déshumanisation et par des marges de barbarie où l'humain est nié, l'humain est objectifié et tout ça. Mais je pense qu'on peut garder ça. Quand on pense à la différence entre l'homme et les animaux, on peut penser au travail de culture qui est cette espèce d'effort infini pour, disait Freud, conquérir des petits îlots d'humanité, de sujets, dans un océan de barbarie et de mondes des mondes étrangers à l'homme, des mondes hostiles à l'homme. Voilà, je répondrai comme ça.
Avant de passer, juste, je rajoute un tout petit mot par rapport à ce que vient de dire Gaïa. C'est vrai qu'on est régi par nos émotions. Toi, tu le sais d'autant plus que tu es psychologue et des émotions parfois animales, hein, instinctives, territoriales. Mais certains primatologues parlent par rapport aux chimpanzés, par exemple, qui parlent justement de culture au niveau d'outillage. Mais bon, voilà, sur différentes échelles, d'autres échelles peut-être au niveau de, voilà, par rapport à l'outil. Avant, on disait que l'outil fait l'homme, des choses comme ça qui sont tout à fait maintenant dépassées par justement l'analyse, enfin les études qu'on fait de l'animal et de leur comportement. Il y a plus de nuances, en fait. Il y a beaucoup de nuances. Voilà. Je crois que la limite est très, très complexe, en fait, on va dire, la barrière. Bien, qui veut poser la première question bis, puisque je me suis permis pour une fois de dire quelque chose. Bonsoir, je vais me permettre de poser la question bateau qu'on s'est peut-être tous plus ou moins posée. Alors, on parle vraiment de la préhistoire, donc pour les hommes premiers. On apprend quand on est à l'école qu'ils étaient issus d'une région en Afrique où visiblement ils étaient plutôt bien. Et puis ils sont partis. Alors certains ont même visiblement traversé, passé les montagnes. D'ailleurs, moi, je n'arrive pas à imaginer qu'un homme préhistorique puisse passer les Alpes. Déjà pour Hannibal, c'était compliqué, mais alors pour un homme préhistorique sans équipement, sans le truc, ça devait être extraordinairement difficile. Est-ce qu'on sait ce qui les a amenés à faire ça, ce qui les a poussés à faire ça? Parce que, voilà, a priori, quand on habite un coin sympa, je vois pas pourquoi on s'en va. Alors, j'avais déjà posé la question à l'époque, mais je pense que, voilà, on se pose un peu cette question. Si on est apparu dans un endroit où, a priori, on était adapté à l'environnement vu qu'on y est apparu, pourquoi est-ce qu'on y est parti ? Merci pour cette question aussi. C'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours compliqué parce qu'on parle avec des hommes qui sont aujourd'hui éteints. Mais peut-être que Gaïa, elle nous dira ça aussi, c'est que c'est peut-être aussi un des propres de l'homme, aussi de vouloir aller voir ailleurs. Ce qu'on sait, c'est effectivement ce qu'on avait pu évoquer la dernière fois à Lyon, c'est que pour les premiers out of Africa, comme on dit, qui sont très anciens en fait, c'est autour de 2 millions, un peu plus même. Puisqu'en fait on retrouve des traces en fait d'hommes anciens déjà en Inde, 2,6 en Chine aussi autour de ces dates-là, qui sont encore un peu controversées, mais ça voudrait dire que les premières sorties d'Afrique sont bien avant celles qu'on pensait en fait actuellement. Donc du coup, si on part sur des premiers out of Africa avant 2 millions d'années, certains de mes collègues ont commencé justement à se poser cette question: qu'est-ce qui a fait qu'on est parti? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des mouvements d'animaux, des mouvements de faune? Les études montreraient que non, que c'est déconnecté, que c'est de façon individuelle, comme certaines espèces d'ailleurs animales, comme une sorte d'espèce que vous connaissez peut-être pas, c'est le théropithèque, qui est une sorte de gros babouin. Et d'autres espèces comme ça, des félins à dents de sabre aussi, qui ont migré, mais séparément, de façon individuelle. Donc il n'y aurait pas eu de mouvement de faune. Il n'y aurait pas eu non plus à cette époque-là de grandes différences au niveau de l'environnement. Mais ce qu'on peut dire, même au niveau anthropologique, au niveau de la taille du cerveau, déjà avant 2 millions d'années, il n'y a pas eu de changement. Le gros changement, il apparaît à partir de 1,8 million d'années. Je suis assez précise, mais vous savez que c'est comme des millions d'années, donc c'est pas... voilà. Donc 1,8 million d'années, on commence à avoir ce qu'on appelle ces hommes à gros cerveau, entre guillemets. Mais avant 2 millions d'années, non. On est encore c'est Homo habilis, ou c'est même des paranthropes, il y a des australopithèques. Donc ces toutes premières sorties d'Afrique, certaines ont dû être d'ailleurs avortées. Hein. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ce que je peux vous dire, qui a dû compter dans une sorte de plasticité écologique qu'ont dû avoir nos ancêtres à ce moment-là, qui ont permis en fait de s'adapter à d'autres environnements, c'est l'outil en fait. Parce qu'en fait, la préhistoire, c'est quoi en fait? Ça commence. Ce qu'on dit en fait, c'est que la préhistoire commence avec les premiers outils. Les premiers outils, pendant longtemps, on a pensé que c'était 2,6 millions d'années. Je vous donne des dates comme ça, vous les prenez, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais récemment, en fait, ces dernières années, il y a eu des sorties en fait d'articles très importants qui ont montré que les premiers outils en fait étaient beaucoup plus anciens.
c'était 3,3 millions d'années. Mais ça, c'était comme un pavé dans la mare. Parce que 2,6 millions d'années, c'était Homo habilis, il portait bien son nom, l'homme habile, ça marchait bien, c'était un homme, l'homme faisait l'outil. Et ça a été complètement bouleversé en fait. Parce qu'à 3,3 millions d'années, on a des australopithèques en Afrique. Donc, ce que je peux juste vous dire, c'est que l'outil, en effet, l'outil, ça permet quoi ? Ça permet d'avoir des accès à certains morceaux de viande, de carcasses, voilà, qui ont dû compter à un moment donné dans l'adaptation et la première adaptabilité qui a permis ces premières incursions hors d'Afrique, en fait. Mais quand on parle de migration, cette collègue-là qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là des premiers sorties d'Afrique, elle disait, c'est ce que je disais l'autre fois, je ne sais pas si tu te souviens Gaïa, que migration, c'était pas le bon terme en fait. Pour elle, c'était migration, on parle de migration pour les animaux, pour le renne par exemple, vous savez, ou pour les bisons. Mais qu'en fait, il fallait plutôt parler de... Qu'est-ce qu'elle emploie d'ailleurs comme mot des mouvements, des déplacements, je sais plus, il y avait un mot, ça me reviendra peut-être dans la soirée. Enfin bref, un synonyme quoi. Et que migration, parce qu'en fait, migration, ça ne veut pas dire qu'on part et qu'on ne revient pas. Il y a peut-être des incursions hors d'Afrique, il y a des retours en arrière et ça se fait pas faut pas imaginer des grands mouvements migratoires, vous savez, allez on y va tous, on part. Non, il y en a qui restent déjà et il y a des petits groupes qui partent. Et puis quand on parlait des Alpes, peut-être oui, effectivement les Alpes, mais on oublie aussi tous les autres détroits, vous savez, en Méditerranée, Gibraltar, la Sicile. Donc voilà, il faut avoir un... Néandertal, on sait toujours pas. Enfin, on sait qu'il était profondément européen, mais ses ancêtres peut-être étaient arrivés par d'autres voies que peut-être les Alpes, mais peut-être aussi Gibraltar. Voilà, il faut. Voilà. Pardon, je laisse la parole. Merci. Oui, voilà, c'est très fascinant ces faits que. C'est manque de connaissances à cet endroit-là. Le fait qu'on ne sache pas vraiment pourquoi nos ancêtres ont décidé certains entre nos ancêtres ont décidé de sortir d'Afrique. Quand on parle, alors la remarque sur le mot migration, qui n'est pas le bon mot pour les humains, je m'en souviens et on en parle beaucoup aussi en sciences sociales, en sociologie. Mais alors, d'ailleurs, on remarque qu'il y a eu un changement ces dernières années parce que on parlait de immigration, maintenant on parle de migration tout court. En plus, voilà, le lexique est le vocabulaire est très chargé de sens politique parce que on fait la distinction entre réfugiés, demandeurs d'asile, irréguliers. Voilà, il y a plein de discriminations qui peuvent se faire à travers le langage. C'est vrai que moi, ça me frappe ces glissements du lexique politique et juridique. D'ailleurs, pour moi, c'est frappant parce que on élimine, en ne parlant plus ni de la personne émigrée ni de la personne immigrée, c'est comme si on coupait en fait les deux pôles de ces mouvements migratoires. C'est-à-dire que on coupe le point d'origine et on coupe le point d'arrivée. Donc, il reste un mouvement. Il reste que le mouvement de la migration. Donc, ces gens sont toujours et inévitablement, comme c'est une espèce de malédiction, je ne sais pas, assignation sociale à un espace au milieu, un espace qu'on ne sait pas très bien où il est. Ils sont en migration, ils sont migrants, ils bougent. Mais c'est pas la réalité, je veux dire. C'est des gens qui sont arrivés à un moment aussi. Les gens qu'on accueille, c'est parce qu'ils sont là depuis un certain temps. Et il y a une espèce de... Voilà, on coupe ça. Il y a une illusion de ça. Mais... à propos de pourquoi on est parti, alors il y avait une psychanalyste Mélanie Klein qui est très freudienne, vraiment très très proche de Freud, qui a proposé une idée très intéressante, c'est-à-dire la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire la pulsion de
de l'amour de la connaissance. Épistème en grec, c'est la connaissance. Donc, elle a proposé ça parce qu'elle travaillait avec les petits-enfants. Et donc, elles observaient le comportement des petits-enfants, elles observaient qu'ils étaient toujours curieux de tout, ils devaient tout découvrir. Et voilà, elle a, dans son hypothèse, le premier objet de cette pulsion de connaissance, elle est sexuelle et les corps de la mère. Tout ça doit être refoulé pour bien rentrer dans le cadre social. Et donc, il y a un déplacement de l'objet de cette pulsion de connaissance. Les déplacements amènent les enfants, et donc les humains, à s'intéresser au monde, à la connaissance du monde. Donc c'est un peu la pulsion de Ulysse, si vous voulez, la pulsion épistémophilique, et qui donc fait voyager, qui donc fait explorer, qui fait sortir. Alors est-ce que Homo sapiens avait cette pulsion aussi? C'est une question. Peut-être qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai tendance à y voir quelque chose de fondateur de l'humanité dans ce mouvement de se déplacer, d'aller ailleurs. Peut-être, je me dis, c'est une hypothèse très difficile à vérifier, mais peut-être qu'il y a quelque chose de propre à l'homme dans cette nécessité de se mettre en mouvement et de, je dirais, élargir le monde humain, c'est-à-dire rendre plus grand le monde chargé de sens pour les êtres humains. Le monde qu'on peut investir parce qu'il est pris dans un système de valeurs collectivement partagées, un monde qu'on comprend à peu près, il y a une certaine temporalité, on comprend un petit peu comme ça marche, comment la distribution dans l'espace, on comprend qu'on peut faire des actions qui ont des effets, c'est à peu près prévisible. Ça, c'est le monde humain. Alors, l'envie de le rendre plus grand en explorant d'autres territoires, peut-être que ça fait partie de l'espèce humaine, comme l'envie de connaître davantage l'environnement fait partie de la vie de chaque individu, quand même pas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous, je pense. Merci mesdames, on m'entend? Ça va? Oui. Merci mesdames. Pour un béotien comme moi, vous datez donc l'homme au plus tôt 3 millions d'années. J'ai bien compris? Alors, attendez, je poursuis la question. Pour un béotien comme moi, comment établissez-vous ces dates, ces âges? Pour vous, c'est évident, l'ADN ou je ne sais pas quoi. Donc, première question. Deuxième question, je rebondis sur le discours de Madame Barbieri, qui disait qu'on connaît le point A et qu'on connaît le point B, mais qu'on ne connaît pas le chemin entre les deux. Moi, si j'étais Dieu, pourquoi avoir posé le premier humain en Afrique et pas ailleurs? Première question. Il en découle donc l'hypothèse que moi, Dieu, je peux très bien créer un humain en Afrique, et puis un humain en Asie et un humain en Islande. Pourquoi pas? Alors, pour la première question, quand je vous parle de 3 millions, 2 millions 6, alors c'est pas les premiers, enfin, si on parle des premiers hommes, c'est un petit peu, la question c'est ça, qu'est-ce qu'on dit derrière premier homme, déjà? Est-ce que si on parle du genre Homo c'est Homo habilis le premier, mais sinon on parle de façon générale des hominines, on va dire. Les hominines c'est quoi? C'est presque bipède, presque, parce que je dis les australopithèques, c'est pas tout à fait. Et cerveau autour de 400-500 cm3, sachant que le nôtre il est à 1200 à peu près. Bref, enfin en tout cas les hominines c'est une partie des primates. 1200, ça dépend de chacun. Hein. Néandertal c'était, mais ça veut rien à voir avec l'intelligence d'ailleurs. Hein. La Néandertal était un peu plus gros, autour de 1500. Enfin, bref, pour les dates en fait anciennes, moi c'est pas mon rayon, mais pour pas vous dire de bêtises, en fait c'est des collègues dateurs qui datent, par exemple en Afrique de l'Est, il y a la chance d'avoir pas mal de volcans. Donc ces éruptions en fait permettent en fait d'avoir accès dans les strates, comme on appelle les sédiments, d'avoir des isotopes, de certaines isotopes qui ont des vies dont on connaît la longueur, la durée de vie.
Et ces isotopes permettent de dater en fait assez bien d'ailleurs dans les gisements d'Afrique de l'Est. Au Maroc, on n'a pas malheureusement cette chance. Donc on date par d'autres méthodes, la biostratigraphie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'évolution des animaux à tel stade d'évolution évolutif. On sait à peu près où on se trouve. Donc c'est des datations, ce qu'on appelle relatives. Ou même l'archéologie, le fait qu'on trouve un biface, dont tout à l'heure je vous en parlais. Alors c'est pas bien ce que je vais vous dire, parce que les bifaces, on les retrouve même jusqu'au néolithique. Mais voilà, quand on étudie en tout cas la totalité, on va dire, d'un assemblage lithique, de silex, mes collègues lithiciens, la façon dont on va être débité l'outil, en fait, dont il va être fait, taillé, va leur permettre en fait d'avoir une idée de la période au niveau archéologique. On va assigner une culture. Une culture lacheléen, par exemple, c'est la culture avec le biface, justement. Et bon, voilà, il y a des périodes, il y a des méthodes dites de datation absolue, ce que je vous disais au niveau laboratoire, chimie, isotope. Et il y a des datations, le carbone 14, que vous connaissez sûrement, voilà, c'est aussi un de ces isotopes, mais qui, malheureusement, il est limité à 50 000. Alors 50 000, c'est pas beaucoup, et du coup, toutes les périodes anciennes, on utilise d'autres, uranium, thorium, ou voilà. Et il y a des datations relatives, indirectes, voilà, qui donnent d'autres indications. Je vais laisser Gaïa répondre. Alors, par contre, l'autre question, j'ai déjà oublié. Ah oui, pourquoi l'Afrique ? Pourquoi un homme en Afrique et pas plusieurs dans plein de continents? Alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend des espèces. Mais en tout cas, ce qu'on sait actuellement, c'est que les premiers hominines, entre guillemets, donc entre guillemets, non, les premiers hominines, Australopithèque, Paranthrope, Homo habilis, ont été trouvés en Afrique, les plus anciens. Par contre, si vous parlez là d'Homo sapiens, qui est notre espèce, elle est aussi d'origine africaine, pour l'instant, parce qu'en fait, on a eu, pendant longtemps, on a pensé que c'était 200 000 à peu près en Afrique de l'Est, et l'année dernière, ou récemment, là où il y a quelques mois, on a découvert une date plus ancienne au Maroc, à 300 000. Donc pour l'instant, c'est l'Afrique pour Homo sapiens. Par contre, il est sorti très vite en fait d'Afrique, et on le retrouve en Asie, on le retrouve après en Amérique, voilà. Mais c'est sûr que si on suit Darwin, pour trouver la même espèce à la même évolution, c'est presque... Enfin voilà, il y a une origine. Moi, c'est ce que me donnent les données scientifiques aujourd'hui, vont dans ce sens. Voilà. Après, ce qui ne veut pas dire que quand on est sorti d'Afrique, on n'a pas croisé, ce qu'on disait tout à l'heure, d'anciens hommes sortis d'Afrique avant eux, avant Sapiens, comme Erectus en Chine. Mais quand même nés en Afrique. Mais quand même, eux-mêmes sortis d'Afrique avant. Donc il y a eu, nous-mêmes, Homo sapiens, on a été hybridés avec d'autres hominines qui étaient sortis d'Afrique avant. Il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Je sais pas, on pourra y revenir, hein, c'est un peu complexe. On est des hybrides. On a un peu de Néandertal en nous, vous savez, on a quelques pourcentages. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question pour Gaïa que tu pourrais répondre. C'était surtout ces questions-là, ouais. D'accord. Bonsoir. Ma question concerne l'haplogroupe, donc la carte d'identité de l'ADN. Non, on m'entend? Donc ma question concerne l'haplogroupe. Donc les Européens de l'Ouest sont référencés par une codification qu'on appelle R1b aujourd'hui. Donc les Slaves sont R1a. Derrière cet haplogroupe ADN, on a une origine qui rejoint les travaux de Marija Gibuntas. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc qui avait trouvé des origines d'un homme plus récent que celui dont on vient de parler, à environ 30 000 ans, dans la vallée de Samara, en bordure de l'Oural. Donc une région qui porte aussi... Et par rapport à ces caractérisations scientifiques, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de retrouver les migrations précédentes, je dirais, puisque lorsqu'on va sur les sites de Family Tree DNA américaine, par exemple, elle nous donne quelques éléments, mais on voit qu'il y a beaucoup d'articles qui sont publiés dans la revue Nature, notamment, ou d'autres, pour indiquer ces migrations depuis l'Afrique. Donc on nous dit par exemple que l'homme pourrait soit être monté par la vallée du Nil, soit avoir traversé à peu près au niveau de Djibouti, pardonnez-moi géographiquement si je me trompe de 100 km, hein. Il aurait traversé au niveau du détroit d'Ormuz, la mer d'Aral, et ensuite les gens qui auraient constitué notre ADN actuel seraient venus en gros par les Carpates, la vallée du Danube jusqu'à nous.
Et quelle est votre position donc, par rapport à toutes ces migrations? J'espère que j'ai été compris dans ma question. Je commence pareil, puis je te passe. Alors, c'est très précis. Hein. C'est vrai que moi, je n'aurais peut-être pas un grand degré de précision. Je peux vous donner quelques indications. Je ne suis pas généticienne, mais tout à l'heure, on parlait de l'origine de l'homme en Afrique. C'est vrai qu'aussi, la génétique va dans ce sens. Je ne l'ai pas dit, mais oui. Il y a la diversité génétique. En fait, le degré de diversité génétique nous donne une idée de l'origine. Donc, l'origine est africaine. Après, ça, c'est plus précis ce que vous demandez. C'est vrai que c'est plus récent. Moi, je connais moins. Je sais que l'archéologie rejoint ces données génétiques sur l'arrivée par le Danube. Le Danube aurait été une voie migratoire très importante. Mais encore une fois, ces périodes-là, je les connais un petit peu moins. On sait par la génétique, en effet, la génétique peut apporter beaucoup de choses au niveau des parcours migratoires, de la diversité, de l'origine de ces hommes modernes. Moi, pour les périodes anciennes, malheureusement, l'ADN est mal conservé. C'est le grand problème parce que, notamment, l'ADN se conserve pas dans les périodes, dans les lieux, chauds. Et l'Afrique, en fait, malheureusement, c'est là qu'il y a nos origines. Et enfin, là que sont nos origines, pardon. Et l'Afrique, malheureusement, est vraiment le lieu où l'ADN se conserve le moins bien. Donc c'est un peu dommage, mais on a beaucoup de choses. Par exemple, le plus ancien ADN humain actuellement, c'est à 300 000 ans en Espagne, à la Cima de los Huesos, qui est un gisement qui porte bien son nom, c'est le gisement à os. Et on a trouvé des ancêtres de Néandertal au fond d'un gouffre dont l'ADN avait été conservé. Et grâce à ça, on a su qu'en fait, Néandertal était profondément européen, puisqu'en fait, l'origine était effectivement cet homme qui s'appelle Homo heidelbergensis, et qui a été découvert en Espagne, et dont on avait pu voir l'ADN nucléaire. Mais oui, que ce soit l'ADN mitochondrial ou l'ADN nucléaire, on peut retracer beaucoup de choses maintenant. Et je pense que la génétique, dans les années qui vont venir, et même déjà maintenant, va nous donner énormément d'informations sur ce qu'on n'a pas au niveau archéologique. Et là, ça va être assez... je pense que c'est déjà énorme. Mais ça va continuer. Je sais pas si... Je suis désolée parce que je connais pas très bien en fait ces périodes récentes et je peux peut-être pas vous donner plus d'indications sur l'origine vraiment européenne de ces haplogroupes dont vous parlez. Mais oui. Le Danube, en tout cas, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses de découvertes archéologiques importantes. Et qui montre que c'était une des voies principales. Ce que je disais tout à l'heure à Gaïa aussi, c'est que certains collègues pensent... En fait, Homo sapiens, comme je vous disais tout à l'heure, pendant longtemps, on pensait que c'était 200 000 en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Là, maintenant, on sait que son origine est plutôt panafricaine, au niveau du continent africain, et on a 300 000 au Maroc, donc 100 000 ans avant. On a aussi, juste après le Maroc ou avant, je crois qu'il y a eu une autre sortie d'articles importants en Israël, où on a vu en fait, on pensait que Sapiens était sorti au Proche-Orient, par le Proche-Orient, 120 000, maintenant c'est des dates encore plus anciennes, autour de 200 000, 180 000. Donc en fait, on est en train, là, avec les dernières découvertes, de voir que Homo sapiens est déjà un peu plus ancien que ce qu'on pensait en Afrique, et que surtout il est sorti d'Afrique de façon un peu plus ancienne aussi. Et du coup, possiblement, cette voie vers l'Asie, peut-être par le détroit dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi par le Proche-Orient, par l'Arabie Saoudite, peut-être aussi par le long des côtes. Hein. On sait que maintenant en Inde aussi, on a des dates anciennes pour cet homme moderne. On a des preuves de débitage, notamment archéologiques, un peu controversées aussi, mais bon. En tout cas, ça va dans ce sens. Et qu'en Asie, en tout cas, on serait arrivé en Asie avant l'Europe. Et ça reste une question, parce que l'Europe, en fait, l'Homo sapiens, ça arrive seulement autour de 40 000, 45 000. Néandertal est déjà là en Europe. Hein. Peut-être les Alpes ont bloqué, voilà. En tout cas, il n'y a pas eu d'arrivée en fait de l'homme moderne très récente en Europe. Donc, certains collègues pensent qu'on est parti en Asie et que possiblement, en fait, on revient, mais en étant passé par l'Asie. Peut-être il y a plusieurs aussi mouvements, comme je vous disais, il y a plusieurs groupes humains, il y a plusieurs sorties. Mais il y a cette hypothèse en fait, et notamment le Danube aurait joué aussi ici un rôle important. Voilà. Quand vous dites ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aux variations climatiques. Alors non pas les variations climatiques qu'on vit en ce moment, mais au cycle glaciaire qu'on connaît depuis 800 000 ans et qui nous dit que tous les 110 000 ans environ, on a une variation de 5 degrés liée aux paramètres astronomiques et qu'à cette époque-là, on tombe à peu près à l'époque où l'Europe était complètement recouverte par les glaces, ou pratiquement. Alors est-ce que justement cette
cette constante météorologique, plutôt cette variable météorologique, n'a pas fait que les premiers hommes qui sont sortis d'Afrique ont pris une trajectoire plus parallèle et aller vers d'autres pays assez chauds plutôt que de monter vers le nord et se retrouver confrontés aux glaces. Oui, ça a certainement joué, certainement. Et mais en fait, comme voilà, il y a eu des périodes d'interglaciaires tout à fait similaires aussi à ce qu'on vit maintenant. Néandertal a connu vraiment tous les climats imaginables, toutes les altitudes, les latitudes aussi. Et mais oui, au moment de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, d'ailleurs, étonnamment, c'est quand même une phase glaciaire justement. Et l'Europe en fait est limitée à ce moment-là au niveau de ses zones d'habitables en fait par les grands glaciers qui l'entourent, notamment les Alpes. Ça arrivait jusqu'à Lyon. Hein. Et voilà, donc c'est aussi quand on parle de la disparition de Néandertal, ça on sait que l'environnement, le climat a peut-être dû jouer, mais pas seulement. Il y a eu plein de choses, hein, parce que Néandertal, comme je vous le disais encore une fois, il a tout connu, mais l'arrivée de ces sapiens, en tout cas à cette période-là, ça a dû aussi contribuer à cette disparition. Mais oui, il faut prendre ça en compte quand on étudie, en préhistoire, on est, comme je vous disais, pluridisciplinaire, on s'intéresse un peu au climat, la chronologie, et voir ce qui se passe à ce moment-là, à tel moment, c'est pas tout le temps évident, hein, mais ça a dû jouer dans le choix de nos ancêtres, c'est sûr. Bonsoir. J'ai entendu dire qu'il avait été retrouvé des bifaces en Amérique du Nord, sur la côte est des États-Unis. Donc je voulais savoir si vous confirmez ça. Et puis aussi une théorie qui postule que les migrations ont une influence sur nos groupes sanguins. Il y a une théorie qui postule que les migrations ont eu une influence sur nos groupes sanguins. Je veux savoir ce que vous en pensez. Merci. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous répondre aux deux questions. Les bifaces sur la côte, c'est possible, mais je les connais pas. Je peux pas vous dire, malheureusement, je suis désolée. Et la deuxième question non plus. Mais possiblement, oui, certainement. Mais j'ai fait 1 an de médecine seulement. mais ça me fait penser. Au niveau un peu, voilà, c'est un petit saut, hein, mais ouais, les migrations ont aussi, si on pense aux migrations, bien sûr, contemporaines qu'on vit maintenant, elles ont une influence sur le sens du sang, je dirais, c'est-à-dire le poids du sang. On parle de la loi du sang ou la loi du sol pour établir la nationalité de petits enfants qui naissent dans les pays d'accueil. Et du coup, voilà, là, il y a une espèce... il y a un mouvement politique d'appropriation du sang, je dirais, des personnes en migration. C'est-à-dire que en France, mais c'est encore plus évident en Italie, j'avoue, il y a une grande... on essaye de pousser les femmes qui migrent toutes seules, par exemple, à donner leurs enfants à des familles d'accueil qui, voilà, du coup, vont les élever comme s'ils étaient italiens. Et il y a une espèce d'exclusion du sang, justement, de la lignée du sang et de la culture et de tout ce qui est la figure de la mère, de la famille d'origine. Bah, c'est complètement refoulé, exclu de la vie de ces enfants. Ils peuvent voir leurs enfants 3 heures par semaine dans des contextes protégés. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place comme ça, qui font penser à des systèmes de domination sociale sur les classes sociales les plus pauvres. Hein. Historiquement, on enlève les enfants aux pauvres. Hein. C'est quelque chose qui est assez ancré dans nos démocraties. Et maintenant, c'est les migrants. En France, j'avoue, j'ai moins vu ça parmi mes patients. En Italie, c'est plus souvent le cas et il y a une espèce de court-circuit entre la coupure de la ligne du sang et l'appropriation politique, on va dire, de certaines vies vulnérables. Voilà.
Je voulais poser une question, c'était un petit peu sur la même thématique, mais toujours aussi sur la préhistoire. Je me posais la question, parce que vous avez parlé de la migration en amont comme étant parfois contrainte par des événements sociaux, etc. Je me posais la question aussi, dans la préhistoire, est-ce que l'humain s'est rapidement constitué en groupe? Est-ce que c'était un animal social? Et est-ce que ça peut être aussi un des éléments qui l'a amené à prendre des risques pour découvrir le monde? Et est-ce qu'on a des études qui montrent la constitution du groupe humain avec la contrainte de son espace et forcément du rejet de l'autre qui va avec. Non, c'est une très bonne question. Le niveau atteindre le social en préhistoire, c'est pas facile, mais on essaye et déjà très tôt, le groupe devait être familial, comme chez les Australopithèques par exemple. On sait aussi qu'il y avait des endroits qu'on appelait des couches le soir pour les Australopithèques dans les grottes d'Afrique du Sud où ils se rassemblaient. Alors c'est comme, je sais pas si vous avez lu le roman de Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père. Et vous savez, il y en avait le matin, il y en a toujours un en moins. Il en manque un. Mais bon, voilà, on n'a pas encore inventé le feu, c'est dur. Et mais il y a par des voies indirectes en fait, on essaye de. Par exemple, si je vous dis de chasser un bison ou un rhinocéros, si on est tout seul, c'est sûr que ça marche pas. Donc la chasse en fait, comme je vous disais tout à l'heure, la relation homme-animal, finalement, le fait qu'on s'intéresse à la chasse, indirectement, on va avoir des répercussions même sociales sur l'homme qu'on va étudier. Donc on peut par exemple dire que Néandertal était un très bon chasseur, mais ça implique quoi? Ça veut dire qu'en fait qu'il chassait en groupe, forcément, parce que quand on voit ça dans certains sites où ils chassent le bison de façon sélective, où il n'y a que du bison, des bisons adultes, alors là c'est sûr qu'indirectement on sait que cet homme-là en fait il avait déjà un langage articulé, ça on pouvait le savoir par l'anthropologie, mais il avait surtout un lien social, il était dans un groupe constitué. Donc ça, on le sait par des voies indirectes. On le sait aussi par l'archéologie, la taille, le débitage, ce qu'on retrouve des fois les mêmes cultures dans différents types de sites. Mais voilà, c'est toujours... mais oui, peut-être qu'on a commencé par des cellules familiales et que ça a perduré d'ailleurs. Hein, ça. On a des petits sites en Ardèche, par exemple, où Néandertal est passé, mais des toutes petites grottes, des sortes de fissures où on sait qu'ils n'étaient pas bien nombreux à être venus. Donc, il y avait, à mon avis, différentes sortes tout au long de l'année de constitution du groupe, comme un peu les Inuits. Vous savez, il y a ces grands regroupements pendant l'été de différents groupes familiaux. On va se regrouper à l'été parce qu'on va chasser le renne. Et donc ça devait être déjà ça, mais c'est pas facile de faire de l'actualisme, comme on dit, de regarder ce qui se passe actuellement et de transférer. Mais on a une idée, quoi. On a une idée. Et ça a dû forcément nous aider quand on a fallu partir et voir ailleurs. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas on peut pas imaginer, c'est sûr, des grandes voies migratoires comme les animaux. Enfin, ça devait être au début des petits essais. Je sais pas, en fait, c'est difficile d'avoir une idée du groupe. Alors, il y a aussi les restes humains qu'on découvre. Dans certains sites, par exemple, des sites d'habitat, on retrouve des dents de lait, vous savez, de jeunes enfants. On retrouve... il y a des sépultures bien sûr de tous les âges. Donc on a cette idée-là aussi, grâce bien sûr au reste humain, à l'anthropologie, de voir la différence des âges et de voir que finalement ils fonctionnaient effectivement bien en groupes familiaux en tout cas. Que les enfants étaient là, même c'était des nomades, hein, mais voilà, les enfants bougeaient aussi quoi, avec eux. Ouais, forcément. C'est comment dire, ça confirme. Toutes les théories psychologiques autour du sujet qui naît parce qu'il y a du groupe, les sujets qui naissent grâce au lien à l'autre. Et le lien à l'autre n'est pas seulement le lien intersubjectif, c'est-à-dire moi et quelqu'un d'autre, et 3 personnes, on fait un petit groupe, mais c'est aussi le lien transsubjectif, c'est-à-dire de tout ce qui tient ensemble une communauté humaine. Donc les valeurs, les pratiques, toutes les lois pas parlées, pas écrites, tout ce qui reste dans l'arrière-fond et qui fait que l'humanité peut exister, en gros. Et donc effectivement, s'interroger sur le groupe dans la préhistoire, je trouve que c'est pas anodin. Et c'est
je dirais que un homme tout seul, ça n'existe pas. Ou au moins, il peut exister, mais il peut exister parce qu'il y a déjà une groupalité diachronique au moins. C'est-à-dire son histoire, les générations avant lui. Et là, ce que Camille disait, voilà, il y a des restes, des groupes des différents âges qui vivaient ensemble. Donc, il y a de l'intergénérationnalité, sinon le sujet ne peut pas exister, pareil. Et tout ce qui est le rituel autour de la mort. Donc ça aussi, ça fait la sépulture, ça fait humanité, quoi. C'est quelque chose qui va avec l'origine de l'homme. Mais je vous propose de faire notre pause habituelle. Je vais donner la parole à Alexandra et puis après à Jacques. C'est une des bibliographies que j'ai eu à faire la plus compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet, mais finalement, par rapport au thème abordé ce soir, c'était compliqué. Et alors, des dessins humoristiques, c'est encore plus compliqué sur le thème de ce soir. Donc, vous reconnaissez ici la famille de Silex and the City, mais étonnamment, ils ne migrent pas, ceux-là. J'ai fait tous les albums, je ne les ai pas vus se déplacer. Alors pour commencer, je vous propose un ouvrage qui est là à destination plutôt des universitaires et scientifiques sur la paléodémographie, où on étudie justement tout ce qu'on vient d'expliquer sur la démographie des hommes préhistoriques. Voilà. C'est un livre qui est sorti en 2008, donc c'est toujours à nuancer, ça veut dire quand même qu'il a 10 ans ce livre, et donc je pense que depuis on a fait quand même pas mal de découvertes qui peuvent infirmer certaines théories. Celui-ci est plus pour grand public, l'archéologie des migrations, sous la direction de Dominique Garcia et Hervé Lebras, qui est un démographe bien connu. Voilà, encore une fois, c'est toutes les études des mouvements démographiques et des migrations qu'on peut aujourd'hui déceler. Et qui est plus récent, parce qu'il date de 2017. Un second Hervé Lebras, sur l'âge des migrations, donc sur l'étude de quand les groupes humains ont pu migrer. Ce livre-là aussi est un livre grand public. J'ai privilégié plus ces livres-là. Après, il existe beaucoup de thèses et de sommes de colloques qui existent, mais c'est quand même moins accessible. Pascal Pic, forcément, quand on parle d'hommes préhistoriques, forcément, il nous vient à l'esprit. Ce livre-là m'a plu parce que, en fait, il publie un essai sur la marche, et ce qu'il explique, c'est que l'être humain, depuis qu'il sait marcher, marche, et que c'est parce qu'il marche qu'il est un être humain. Et que pour lui, si on reste sédentaire et si on arrête de marcher, alors on n'est plus un être humain et on risque de disparaître. Le Dico Atlas des migrations chez Belin, qui est un dictionnaire avec beaucoup de cartes très illustrées, qui parle de tous les flux migratoires au cours de l'histoire. Il date de 2013, donc c'est pareil, il y a beaucoup de données qui ont dû évoluer depuis. Je suis passée ensuite sur des témoignages. Alors là, on parle de migration à l'heure actuelle. Emenouche vient d'Afrique. Il nous raconte son expérience. Il vit à Saint-Étienne. Il était venu à la librairie en fait expliquer justement ce qu'est être un migrant aujourd'hui. Le livre suivant est le livre d'un journaliste, Olivier Favier, qui est également d'origine stéphanoise et qui est également passé à la librairie, et donné son témoignage. Il a suivi des migrants qui viennent en Europe et il livre ses chroniques sur les conditions d'accueil, sur les conditions de migration de ces hommes et femmes. Alors, ce roman-là est une saga en 6 volumes. Le premier, 6 en fait, qui ont été publiés entre 1980 pour la première édition aux États-Unis et la dernière, elle date d'il y a 10 ans. En fait, c'est un roman. Jean Howell s'est énormément documentée à l'époque. Elle a été sur les sites archéologiques. Elle a fait beaucoup d'études. Maintenant, ça reste un roman. Il est passionnant parce qu'il raconte l'histoire de Ayla, qui est une petite fille de tribu Cro-Magnon, qui perd ses parents, toute sa tribu en fait, dans un tremblement de terre et qui est recueillie par des Néandertals. Et donc très très différent d'elle.
Le premier tome, qui est celui-ci, explique sa vie avec les hommes de Néandertal et son départ de ce groupe pour retrouver les siens. Ce qui est intéressant dans l'histoire du personnage principal, c'est qu'elle va énormément se déplacer au cours de l'histoire parce qu'on est à peu près au niveau de l'Inde et on va finir en France, quasiment en Vendée. Enfin, ou un peu plus bas sur la côte atlantique, mais on aura traversé pas mal. Et au cours de ces pérégrinations, elle va rencontrer différents groupes sociaux et à travers ces rencontres-là, même si c'est quand même pas mal inventé, hein, parce qu'il y a 35 000 ans, il y a des découvertes dont elle parle qui en fait vont être faites beaucoup plus tard. À chaque passage, dans chaque groupe, elle va découvrir quelque chose, apporter quelque chose et repartir avec une nouvelle technique ou voilà, de nouvelles pratiques. Je vous le recommande chaudement parce que c'est passionnant. Et le dernier, vous en avez parlé, mais on ne pouvait pas ne pas en parler parce que donc la première parution date de 1960 aux États-Unis, 1975 en France. À nouveau, c'est un roman très très drôle. Parce qu'effectivement, il leur arrive. Leur vie quotidienne est racontée avec énormément d'humour. Ils ont un oncle très rétrograde qui s'oppose à toutes leurs découvertes. Notamment, il y a une scène sur quand Édouard commence à inventer le feu. En fait, l'oncle arrive en lui disant: "T'es complètement inconscient, tu maîtrises absolument pas ça, tu sais pas du tout ce qui peut arriver." Voilà. Et, la question est d'ordre un peu philosophique, enfin quoique, pas tant que ça. J'ai l'impression que l'homme est lié à quelque chose, il y a un mot qu'on n'a pas dit ce soir en fait, mais bon, il y était presque, c'est la curiosité. En fait, on est carrément... C'est l'excès de la curiosité. C'est-à-dire, on migre en fait, on va voir, et on peut presque dire est-ce que nous sommes les seuls animaux qui ont une telle curiosité. Mais pour aller si loin... Nous sommes donc des primates. Comment ça se fait que les autres singes n'ont pas cette curiosité d'aller plus loin? Est-ce que c'est nous qui les avons bloqués? Si l'homme n'aurait pas existé, en fait, est-ce que ce serait peut-être des bonobos, des chimpanzés qui, eux, auront fait à notre place la même chose? Je pense aussi que... Alors ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a une particularité neurologique, ça, ce que notre cerveau, ce que par rapport aux primates, pourquoi les primates restent dans leurs arbres, pourquoi ils restent très proches, ils ne partent pas, pourquoi nous sommes partis? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que dans notre cerveau, il y a quelque chose, il y a une particularité de cette curiosité? Est-ce qu'il y a un gène de la curiosité, entre guillemets? Et puis la migration, on va la continuer en fait, parce que si dans quelques siècles l'homme sera toujours là, on sera sans doute faire de la migration spatiale, parce que ce qu'on est en train de faire là, on est en train de regarder des nouvelles planètes, les exoplanètes, on va peut-être essayer d'aller sur Mars dans peut-être un siècle ou deux, mais c'est en fait sans doute dans un avenir lointain, c'est pour pouvoir conquérir d'autres peut-être planètes. Donc on est encore dans ce mode de curiosité là qui sera spatial. On a fait le tour de la planète, on la connaît plus ou moins, il n'y a qu'une partie qu'on ne connaît pas, c'est les océans encore. C'est le gros souci de connaître le fond des océans, mais il reste le fond des océans qu'on va essayer, et puis le spatial, essayer peut-être dans quelques millénaires, si on est encore là, d'essayer d'aller dans d'autres planètes. Donc on est toujours dans ce mode de migration, mais c'est lié à notre curiosité de l'inconnu. En fait, on est super attiré par cet inconnu. Il n'y a rien de plus exaltant que l'inconnu, et savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une particularité neurologique là-dedans? Et pourquoi les autres animaux? Pourquoi les singes? Ou alors c'est de notre faute, on les a bloqués. Pourquoi les autres singes, que l'on connaît tous, ils sont dans leur domaine et ils partent pas eux, et nous, oui. Merci beaucoup pour cette question. Alors, on a évoqué un tout petit peu la curiosité tout à l'heure, mais c'est vrai, on l'a juste effleuré. Alors, je dirais que d'abord, je voudrais juste rappeler qu'on parle de deux mouvements, deux raisons possibles de la migration quand on parle de la migration humaine. Ça peut marcher aussi, alors on verra après vis-à-vis des animaux. Alors, on parle de migration push ou de migration pull. C'est-à-dire, les gens décident de partir soit parce que ils sont poussés hors de leur territoire
on parle de perte d'habitat. Hein. Il y a Saskia Sassen, qui est une sociologue et économiste américaine qui a beaucoup travaillé sur ça. Elle parle de perte massive d'habitat pour caractériser certaines migrations d'aujourd'hui. Donc c'est quand on vit dans un endroit qui est pillé par des pouvoirs extérieurs, et alors on est obligé de bouger. Soit on part parce que justement on a envie d'aller ailleurs, parce qu'on pense qu'ailleurs c'est mieux, parce qu'on est curieux, voilà. Alors cette deuxième raison de migrer, elle est plus propre de l'homme que des animaux. Ils bougent, de toute façon, ils bougent souvent pour des raisons de push, c'est-à-dire ils sont poussés même par l'homme, mais pas que, mais beaucoup par l'homme en tout cas, à aller ailleurs. Donc au niveau neurologique, effectivement, je ne sais pas si la question a été étudiée. Il faudrait aller regarder s'il y a une génétique de la curiosité et s'il y a une différence. Pourquoi pas, hein, ça serait intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus un phénomène culturel et qui concerne vraiment l'espèce humaine en tant que communauté qui s'organise autour de certaines valeurs partagées. Et je me dis que si les autres animaux ont moins tendance à abandonner, on va dire, un habitat à peu près stable, à peu près sûr, qui garantit une certaine survie pour aller voir ailleurs, et si au contraire les hommes font ça, je me dis qu'il y a quelque chose à aller voir du côté de l'envie de justement élargir sa sphère d'action potentielle. Moi, je pense à Nietzsche et à la volonté de puissance. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très humain, trop humain peut-être, dirait Nietzsche là-dessus. Mais il y a un élan vraiment humain à étendre le règne de sa puissance. Donc, moi, je répondrais comme ça. Mais ça serait pas mal d'aller voir du côté de la génétique. Tu veux compléter Je trouve ça super. Juste ce que tu viens de dire, d'étendre la curiosité à l'échelle individuelle, à une échelle sociale, groupe. Je trouve que c'est une belle approche, quoi. Après, on peut avoir les deux. On sait que chacun n'est pas aussi curieux entre eux. Mais s'il y a un gène de la curiosité, je pense. Mais c'est aussi quelque chose qui est renforcé ou pas par les sociétés. Ouais. Elle peut exister s'il y a un groupe social qui la légitime et qui en fait quelque chose, qui permet à l'individu de suivre cette poussée. Ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, l'épistémophilie, oui, c'est ça, le fait que cette histoire avec la maman originelle, qu'on perd cette attirance par la mère, enfin on est obligé d'aller voir ailleurs, du coup quelque chose qui nous nourrisse en fait. Oui, c'est ça, c'est vrai que la question du déplacement, ça pourrait aussi rejoindre ce besoin justement humain de s'organiser pour vivre en société, donc avoir des totems et des tabous, pour dire vite, donc avoir des règles sociales contraignantes qui empêchent d'aller directement investir les pulsions et les objets des pulsions primaires. Voilà, on ne peut pas faire ça si on a besoin de survivre tous ensemble. Et du coup, il y a un déplacement. On a une espèce métaphorique, moi je dirais. On fabrique plein de métaphores à tous les niveaux pour pouvoir vivre ensemble. Et du coup, pourquoi pas imaginer aussi qu'on se déplace pour cette même raison. C'est voilà. C'est intéressant de penser dans cette direction-là. Alors moi, j'aurais plein de questions parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Alors il y a deux questions que j'aurais qui sont radicalement différentes. Camille, tu disais tout à l'heure que les anthropologues datent à peu près le langage articulé assez précisément. Alors moi, je reste dans l'expectative quant à comment on peut savoir qu'il y a eu, à une certaine période, le langage articulé. Ça, c'est la première question. Et alors, je voudrais peut-être inverser carrément le propos de notre soirée et parler de la sédentarité. C'est que, en gros,
même question que précédemment. Il y a des gens qui sont partis. Je prends par exemple les Inuits. Bon, ils sont arrivés à un endroit où vraiment il fait froid. Non, sérieux, quoi. Je veux dire, il fait froid tous les jours. Et à un moment donné, on peut se poser la question, mais pourquoi ils sont restés? Voilà. Donc, à un moment donné, et si on veut inverser le propos, autant on peut le verger, paradis originel africain. Bon, on peut comprendre le truc. On se dit pourquoi ils se sont barrés. Mais alors après, on se dit une fois qu'ils sont arrivés là-haut, qu'ils avaient les pieds mouillés et froids. Logiquement, on reste pas. Je veux dire, bon, nous, on a du boulot à Saint-Étienne, c'est pour ça qu'on est encore ici. Mais sinon, a priori, voilà, c'était pour réveiller la salle un peu. Donc, sinon, a priori, bon, c'est quand même mieux en région PACA que voilà. Alors, donc. Voilà, j'aurais un peu ces deux questions. Alors déjà le langage articulé avec 3 bouts d'os, je veux dire, comment on peut savoir ça? Alors pour le langage articulé, en fait effectivement il y a des preuves directes, c'est les bouts d'os, c'est par exemple l'osioïde. La forme de l'osioïde indiquerait le fait qu'on puisse articuler ou pas. Chez Néandertal, on l'a découvert au Proche-Orient, en Israël, mais on sait aussi que le langage articulé était plus ancien, en fait, par aussi les empreintes, en fait, de notre cerveau, en fait, les empreintes qu'ont laissé notre cerveau à l'intérieur, en fait, du crâne. Donc les circonvolutions, les aires, vous savez, de Wernicke, Broca et autres. Et en fait, bon, il y a ça déjà, c'est une indication, c'est pas évident, bien sûr. Et puis ça, ce sont les preuves directes, on va dire. Et indirectement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au groupe, c'est aussi le fait de pouvoir, encore une fois, chasser certaines espèces, développer une culture, la diffuser. Donc ça, c'est des preuves indirectes d'un langage articulé, d'une communication nécessaire entre les hommes. Donc on sait que cette communication elle devait être très ancienne, en fait, en Afrique, enfin très ancienne. Donc ça, et alors la deuxième question... Gaïa. Pourquoi les Inuits sont restés dans un milieu si froid? Et ça, c'est vrai, c'est important aussi d'aborder l'autre côté, la sédentarité. Moi, je dirais que il y a chaque peuple, se spécialise aussi sur un territoire. Donc on sait que les Inuits ont je ne sais pas combien de mots pour dire neige, voilà. Et donc il y a quelque chose qui parle d'un lieu d'appartenance qui s'est créé. Je veux dire, ils sont arrivés, c'était pas très agréable au début, mais j'imagine que c'était ils étaient là-bas, je ne sais pas comment dire, mais ils étaient là-haut à ces moments-là. Donc il fallait s'organiser pour vivre là-haut, s'ils voulaient survivre. Et une fois qu'on commence à s'organiser, on commence à s'installer dans certaines habitudes aussi. La société commence à fonctionner d'une certaine façon, qui n'est pas possible ailleurs. Donc il y a aussi une construction du sujet humain, que ce soit l'individu ou que ce soit la communauté, mais la subjectivité humaine s'ancre aussi quelque part à un moment. Sinon, on n'existait pas. On n'existe pas hors du groupe, mais on n'existait pas non plus hors d'un territoire. Donc, je me dis que peut-être, je ne connais pas du tout les rites et tout ce qui concerne les Inuits, mais je me dis qu'il doit y avoir quelque chose d'un lien très fort à cette terre, de notre point de vue hostile, mais très familière, très domestiquée, très qui leur parle beaucoup à un certain point. Et donc, oui, c'est ça, tous les symboles, tous les rituels, la mythologie, tout ce qu'on peut construire pour continuer à vivre et à évoluer, ça dépend de son territoire. Voilà, là, je pense, ça n'a rien à voir, mais c'est une association avec un anthropologue, un ethnologue italien qui s'appelle De Martino, qui s'appelait De Martino et qui avait étudié,
il avait été très frappé par ces vieux Calabrais qu'il avait rencontrés. On était aux années 50, je pense. 50-60, et pendant une étude dans le sud de l'Italie, des traditions liées aussi aux tarentelles, aux danses populaires et tout ça, dans les Pouilles et tout ça, il va un peu plus au sud encore plus au sud que le Pouilles, il va en Calabre, et vraiment par hasard, son équipe rencontre ces vieux Calabrais. L'équipe de chercheurs l'interroge pour connaître la route à suivre pour aller à un certain endroit, et donc il décide de les accompagner, ces vieux. Et le problème, c'est qu'à un moment, ils vont un peu trop loin, et le petit vieux, il fait une espèce de crise d'angoisse, il panique, il ne savent pas ce qui se passe, et à un moment, ils se rendent compte que depuis l'endroit où ils sont, ils n'arrivent plus à voir comment on dit l'église, les clochers, exactement, de l'église. Et pour lui, ces clochers étaient son identité. Il avait jamais, pour lui, il y avait son village et tout le reste du monde, pour lui, était catégorisé comme tout ce qui est au-delà du clocher, tout ce qui est plus loin du clocher. Donc pour lui, il était dans un monde, c'est ça, où il y avait quelque chose d'une barbarie, c'est-à-dire d'une impossibilité de domestiquer cette réalité-là. Il se sentait perdu. Donc je me dis que peut-être pour les Inuits, ça marche un peu pareil. Voilà. Est-ce que dans cette dans la question de Gaouti et votre réponse, dans la migration d'une part et la sédentarité d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas à l'origine de toutes les grandes mythologies avec ces grands voyages, ces épopées, tout ça, et après les religions qui d'une part concourent à la sédentarisation et au fait que les hommes peuvent vivre en place là où ils sont et à les garder dans un contexte ensemble comme il faut? Oui, je pense que la religion joue un rôle primordial dans la sédentarisation et dans tout ce qui dans tout ce qui fait que les hommes puissent rester et être ancrés à un endroit, et voilà, tout ce qui relève des traditions aussi. Il y a bien sûr les religions jouent un rôle très important vis-à-vis de ça, je pense. Et c'est pas par hasard, à mon avis, que les peuples nomades ne sont pas ou sont peu. Alors là, on pourrait aussi aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des tribus juives. Donc, on est dans le cadre d'un monothéisme. Le monothéisme fondateur de notre civilisation, mais il y a quand même un certain nomadisme interne. Mais ça s'est sédentarisé au fur et à mesure. Je veux dire, c'est pas un nomadisme qui a pu durer sur une longue période de temps. Donc, je pense que en général, on peut associer le nomadisme au polythéisme et la sédentarité au monothéisme. Donc, il y a cette différence entre des religions qui, permettent une certaine pluralité, à la fois pluralité des dieux et pluralité des formes d'humanité et donc des formes d'habitat possibles aussi, et le monothéisme de l'autre côté qui a tendance à unifier et à réduire la différenciation possible entre les formes de vie des êtres humains. Donc, oui, pardon. Je t'interromps, je suis désolée. Parce que je me demande justement dans ce que tu viens de dire, si on parle les grandes migrations, par exemple des musulmans, les premières, c'était peut-être différent, peut-être pas parler de migration, du coup, c'était des religions monothéistes, mais qui se sont déplacées à certains moments, comme aussi d'autres religions. Est-ce que on pourrait comprendre pourquoi aujourd'hui, et est-ce que c'est une question d'ailleurs aussi que je voulais te poser juste avant, c'est est-ce que on peut pas appréhender la migration aujourd'hui plus de façon individuelle du coup, parce que est-ce qu'on connaît encore ces de grands mouvements migratoires finalement de peuple en fait aujourd'hui, mais je crois que
Oui, c'est une très, très bonne question. Oui, je pense que là, on est dans un contexte de changement tellement énorme de métacadres qui font l'humanité que même voilà, les grands mouvements migratoires d'aujourd'hui ne relèvent plus. Il y a des gens de toute religion qui migrent. C'est pas quelque chose qui est déterminant dans le choix d'émigrer ou pas. Alors, on a d'un côté, on pourrait dire qu'on a des peuples qui migrent, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits sur Terre, je pense à l'Afrique, mais je pense aussi à certaines régions de l'Amérique du Sud, où les personnes, et vraiment des énormes groupes de gens sont poussés à partir parce que leur habitat n'existe plus, et voilà. Et donc, c'est à la fois des mouvements des peuples, mais c'est à la fois des mouvements des post-peuples, moi je dirais, de ce qui reste des peuples qui ne sont plus vraiment, qui n'ont plus une identité de peuple, et qui donc migrent en tant qu'individus, en tant que famille, mais qui se retrouvent dans un ailleurs, pour peut-être reconstituer quelque chose d'une identité commune de l'origine. Mais avec... voilà, on est à l'époque comment dire, on est dans la post-histoire, dans la post-démocratie, dans le néolibéralisme. Donc, les catégories qu'on utilise ne sont plus tout à fait adaptées, je dirais, pour parler de migration contemporaine. Voilà, c'est encore à creuser, je pense. Donc, s'il vous plaît. Donc je suis assez ravi qu'on soit revenu sur les migrations contemporaines, parce que ma question du coup est plus sur les migrations récentes. On a vu que à la préhistoire il y avait des migrations massives, que au 5e, 6e siècle jusqu'au Moyen Âge, on avait également de très fortes migrations où on avait des peuples entiers qui passaient d'un pays qui en traversait certains pays d'aujourd'hui allègrement. En pourcentage de la population, c'était extrêmement important, il me semble, à l'époque. Aujourd'hui, sur les 10-15 dernières années, on a l'impression qu'il y a plus de migrants qu'avant. Mais est-ce que vous avez des chiffres, peut-être, de pourcentage de population entre des migrations qu'on a pu avoir à la Révolution industrielle, qu'on a pu avoir, par exemple, d'Irlande aux États-Unis, ce qui me semblait colossal en termes de pourcentage de la population qui partait de l'Irlande, par rapport à aujourd'hui une population qui partirait d'un pays comme l'Iran ou ailleurs? Alors, je me demande, je dois avoir stocké quelque part quelques pourcentages, pas vraiment sur la différence entre les migrations, comment dire, de l'Europe vers les États-Unis, par exemple. Vous parlez des Irlandais. Oui, effectivement, il y avait un énorme pourcentage de la population. Je ne sais pas exactement quelles sont les proportions aujourd'hui entre... Parce que c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'Afrique, parce que on pourrait aussi parler d'autres migrations dans l'Extrême-Orient ou dans les centres, dans le sud du continent américain. Il y a encore d'autres mouvements migratoires très récents. Mais si on prend par exemple le continent africain et donc la migration qui concerne plus directement l'Europe, il y a une énorme... Alors, l'énorme partie des gens qui migrent en Afrique, le 80% de personnes migrants d'origine africaine migrent en Afrique même. C'est-à-dire ne sortent pas du continent africain. Exactement. Donc ça, je pense que c'est une donnée vraiment à prendre en considération, parce que ça veut dire que ce sont des gens de l'ouest ou de l'est de l'Afrique subsaharienne qui
décident de partir parce qu'il n'y a plus de conditions de survie pour mille et une raisons liées ou pas à des guerres, aux phénomènes liés au terrorisme récemment, liés aussi à une énorme pauvreté, à le retour de maladies. Voilà, il y a plein de... Il y a d'ordre de raisons très différents et il y a aussi bien sûr la misère et le manque d'espoir d'avoir une future et une vie qui fait que ces gens se déplacent vers des pays plus au nord de l'Afrique, vers le Maghreb, notamment vers l'Algérie et la Libye, là où leur espoir, leur but est de travailler assez pour gagner assez d'argent pour rentrer dans leur pays. Ça, c'est vraiment le schéma classique de la migration contemporaine en Afrique. Et c'est un schéma très différent, je pense. Sûrement très différent par rapport aux migrations qui ont intéressé les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais qui ont migré vers les États-Unis le dernier siècle. Donc, c'est-à-dire que pour eux, pour les Européens qui allaient vers les États-Unis, il y avait un énorme rêve, les rêves américains. C'était une migration conquérante, une migration fière, une migration qui laissait souvent une partie de la famille en Europe. Donc l'idée c'était de après aider les gens qui restaient dans les pays européens laissés. Mais il n'y avait pas trop l'idée de oui, je vais gagner assez d'argent et après je vais rentrer. Il y avait vraiment plus l'idée je vais devenir américain. Ça concernait la conquête d'une nouvelle identité. Et je pense que j'ai pas ces données-là, mais je pense que statistiquement c'était un grand pourcentage des gens qui migraient avec cet élan-là. Alors que maintenant la migration d'Afrique vers l'Europe ne relève pas de ce mouvement-là. Il ne s'agit pas d'aller conquérir une identité européenne. C'est pas du tout ça, au contraire. C'est un sentiment de perte, de mort imminente, je dirais, qui pousse les gens à migrer d'abord en Afrique et après, moi, la majorité de gens que je rencontre, des jeunes surtout, ils se retrouvent à un moment de leur trajectoire migratoire, quand ils sont par exemple en Algérie ou notamment en Libye, ils sont obligés de partir en Europe. C'est-à-dire, il y a un moment où ils ont fait de la prison parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers au moment, ils ont travaillé dans des conditions d'esclavage, voilà. Et à un moment, ils me disent vraiment, beaucoup entre eux me disent on ne pouvait plus regarder derrière soi. On ne pouvait plus se retourner dans les deux sens, on va dire, de regarder derrière soi et de retourner. Donc, à ces moments-là, ils comprennent qu'ils doivent prendre la mer. Mais c'est rarement quelque chose qu'ils ont anticipé dès les débuts de la trajectoire migratoire. Donc voilà, je vais peut-être, si on continue, je vais peut-être retrouver quelques numéros. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des données. Mais oui, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a plus de push que de pull maintenant dans la migration, quoi. Ouais, il y a plus de Alors, push. si vous voulez venir par ici, monsieur, on a une personne qui était venue par hasard. Enfin, il m'a dit, je suis venu boire un coup, pas par hasard. Et qui a un témoignage, je trouve, très intéressant à nous donner avec, je pense, une question. Bonsoir messieurs, dames. Bon, je suis vraiment là par hasard et j'ai écouté, en fait je voulais voir le match de foot mais on m'expliquait qu'il était fini depuis 2 heures. Donc j'ai regardé les slides là et ça m'a rappelé un bouquin de Homo sapiens que j'ai eu il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé les supports remarquables. Et là, la question que je voulais poser c'est qu'en fait, il y a quelques années de ça, j'étais aux États-Unis pendant quelques années et j'ai visité des réserves indiennes. Et par hasard, j'étais dans un restaurant qui était tenu par des Indiens d'Amérique et j'entendais une musique, celle qu'on entend dans les films un peu d'Apache, avec une rythmique très particulière. Et ça m'a rappelé les westerns quand j'étais gamin. 10 ans après, je vais en Laponie, là où ma fille est depuis quelques mois chez les Samis, là, dans tout le peuple, on va dire, cette ethnie pas loin de la frontière russe. Et j'ai vu des Samis faire des chorégraphies avec des rythmiques et des sons, mais exactement les mêmes.
C'est-à-dire que musicalement, c'était la même chose. Donc la question que je me posais, c'était la transmission du patrimoine culturel ou entre les deux. Et donc j'ai dit à mon gamin, mais c'est normal, c'est les Lapons, à un moment donné, il y avait la calotte glaciaire, ils ont traversé, ils ont été dans les réserves indiennes, et mon fils ne me croit pas. Et donc j'aimerais qu'il soit là pour entendre ça, parce que pour moi, c'est pas possible que ce soit le hasard. La rythmique, le son, les tonalités étaient exactement les mêmes. Alors, comment vous pouvez expliquer ça en termes par rapport à vos connaissances, voilà. Aïe, moi j'ai pas beaucoup de données là-dessus, mais c'est intéressant. Oui, bah, on parlait tout à l'heure du détroit de Bering et de ce passage. Effectivement, c'est possible qu'il y ait des choses qui se retrouvent. Mais ça, c'est vraiment, là, je vous le dis, j'ai pas les données, quoi. Patrimoine culturel qui part avec, et bien sûr, qui se retrouve chez les Amérindiens, c'est tout à fait envisageable. Enfin, la musique, c'est quelque chose. Je sais pas, Gaïa, si tu as des choses là-dessus, mais. La musique, c'est important, ça fait partie de la tradition, ça fait partie des cultures humaines, donc oui, c'est pas complètement, en tout cas, vous pouvez dire à votre fils que c'est pas du tout idiot, ce que vous lui avez dit, bah oui, et qu'il croit un peu son papa quand même. Bah oui, non, mais pourquoi pas? Ouais. Bah, il a quel âge? Non, mais pourquoi pas, ouais, voilà quoi. Donc, Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais non, il y a aussi, c'est étonnant, mais ça concernait souvent dans l'histoire humaine les découvertes scientifiques, c'est-à-dire d'avoir la même trouvaille en même temps de façon déconnectée, c'est-à-dire que les deux scientifiques qui ont découvert la même chose ne le savaient pas. Donc après, il y en a un qui a le brevet et l'autre qui ne l'a pas d'habitude. Ouais, il y a comme une convergence. Ouais. Ça existe aussi, c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure pour le feu ou le biface. Ouais. Il y a des convergences culturelles aussi. Ouais. C'est toujours la même question. Est-ce que c'est lié à des migrations? C'est ce qu'on disait en fait. Est-ce que c'est lié à des migrations ou est-ce que c'est lié à des convergences? Oui, des convergences aussi, des besoins et d'un certain esprit du temps. Je voudrais pas trop faire la part de Hegel, mais voilà, il y a quelque chose de ce côté-là. Et peut-être que par rapport à la musique, à la rythmique, pourquoi pas? Je veux dire, oui, il pourrait y avoir effectivement un contact direct entre ces deux peuples, mais peut-être, pourquoi pas, aussi imaginer une histoire plus ancienne, commune, où effectivement certains rites, certaines sonorités étaient partagées par les deux, et après ils ont fait chacun sa vie dans son coin, et à un moment, voilà, il y a la même sonorité, la même rythmicité qui réémerge. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aborder ces sujets-là de la musique, des rythmes, parce que à propos de naissance du langage verbal, du langage articulé, voilà, il y a un territoire un peu obscur, un peu qui reste dans l'ombre, qu'on n'explore pas trop parce que c'est difficile à explorer, mais qui est effectivement la naissance de la parole humaine, du chant, de tout ce qui n'est pas encore parole, mais de tout ce qui faisait déjà société dans un certain sens. C'est-à-dire la rythmique, la voix, le chant, bah ça, c'était... il y a pas mal d'anthropologues, moi je suis assez d'accord avec eux, c'est un peu le noyau où l'humanité a vu les jours, bien avant d'avoir un véritable langage articulé. Donc, après, il y a des choses qui reviennent comme ça, dans l'inconscient d'une communauté. Ben, c'est ce que j'essaie de répondre. Bon, peut-être. Bonsoir. J'avais une question à propos de... on a dit tout à l'heure 80% des personnes qui migrent en Afrique restent en Afrique. Et est-ce que dans le temps, dans l'histoire de... Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment l'humanité? Dans l'histoire de l'humain, en tout cas, on sait différencier des migrations massives lointaines de migrations massives proches. Et est-ce qu'on sait expliquer
sur des humains, enfin sur des hommes modernes, les buts et les buts. On n'y arriverait pas, mais expliquer psychologiquement s'il y a un facteur qui détermine si un homme est plus propice à un humain est plus propice à aller loin ou à migrer de façon proche, de proche en proche. Et est-ce que les grandes migrations dont on a parlé avant sont plutôt la cause de multiples migrations sur des générations qui sont des migrations très courtes sur de multiples générations, ou parfois de grandes migrations, de migrations de longue distance? Oui, c'est super intéressant ça. Alors, je ne pense pas, il n'y a pas de piste, au moins. Peut-être il faudrait aller voir du côté de tout ce qui est l'étude du cerveau, des gènes. Peut-être il y a des tentatives de réponse sur qu'est-ce qui fait dans la tête de quelqu'un qu'il va migrer plus loin ou plus près. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Mais je me méfie en tout cas un petit peu de ces gens, comment dire, de se retrancher sur ça, de se limiter à cette vision-là. Moi, je pense, d'après les peu que je peux en comprendre, qu'une migration proche ou éloignée dans l'espace est aussi le produit de plusieurs facteurs environnementaux. Je veux dire, il n'y a pas que le choix de l'individu qui est en jeu dans la distance qu'on peut atteindre dans sa trajectoire migratoire. Des fois, il y a... Je me dis que quand même, quand il s'agit vraiment de changer de monde, de changer de continent, de changer de coutume, il doit y avoir quelque chose qui relève de la recherche très très poussée d'un ailleurs, parce que tout ce qui rassemble un petit peu à son noyau d'origine est vraiment invivable. Donc peut-être qu'il y a aussi des cas, des grands traumatismes qui peuvent pousser un individu effectivement à quitter son monde qui devrait être son monde domestique, mais qui ne l'est pas de facto, parce qu'il a eu trop de traumatismes et d'épisodes qui ont écrasé ses liens avec sa terre d'origine. Et après, au niveau des migrations plus anciennes, éloignées ou pas, j'attends Camille sur cette réponse. Non, ce que je peux juste dire, c'est que dans le passé, en fait, ce qu'on voit, ces belles flèches, effectivement, de grands mouvements migratoires, peuvent être trompeurs. Il faut juste garder à l'esprit que des fois, ça se fait, voilà, ça se fait sur des, effectivement, ça va assez vite en fait, mais sur des générations et pas finalement très loin. Il a dû y en avoir, peut-être des grands mouvements, mais peut-être plus récents, de façon plus récente, les Visigoths, ou avec derrière effectivement cet esprit de conquête, comme tu disais tout à l'heure pour l'Amérique, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ces grandes migrations dans la préhistoire, peut-être que c'est des petits pas. Et en fait, qui reviennent à ces grandes flèches, finalement. Mais il y en a qui restent, il ne faut pas imaginer. Il y en a qui restent, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent. Et bon, voilà. C'est pas facile, de toute façon, de reconstituer. Mais on peut faire des modèles, de la modélisation. Tout à l'heure, il y a eu ce livre que vous aviez présenté de Bocquet-Appel. C'est quelqu'un qui fait de la modélisation. Alors on est assez frileux en France, malheureusement. Il y a beaucoup les anglo-saxons en Amérique, les Anglais développent en fait ces nouvelles approches de modélisation. On devrait le faire un peu plus, parce que c'est comme ça qu'on peut peut-être toucher du doigt votre question. C'est de savoir, de remettre, pour la préhistoire, de mettre tout en lien, c'est-à-dire l'environnement, la culture, les animaux, les climats. Essayer de comprendre du coup ce qu'aurait pu, est-ce que cet environnement-là, est-ce qu'il a été perdu à un moment donné par certains hommes, l'environnement d'origine, et c'est ça qui les a poussés. Il y a quelqu'un qui fait ça, par exemple, pour expliquer Néandertal, l'arrivée de Sapiens, pourquoi on se serait retranché dans la péninsule ibérique, et de reconstituer l'environnement, ça permet en fait d'essayer de comprendre, est-ce qu'on a dû à un moment donné dans le passé partir parce qu'on était poussé, ou est-ce que parce qu'on avait envie de le faire. Et c'est vraiment grâce à ces nouveaux outils, entre guillemets, qu'on pourrait peut-être toucher du doigt ces questions. Mais en tout cas, dans la préhistoire, c'est pas facile encore. C'est pas facile.
Une autre question? Oui. J'en ai une aussi. Je voudrais avoir une confirmation. Il me semble qu'il y a une migration contemporaine dont on parle peu, mais qui concerne tous les peuples. C'est la migration des hommes vers les côtes. Je crois que 80% de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une côte. Ce qui pose des problèmes énormes d'abord en ce qui concerne la concentration, et ensuite avec le changement climatique, avec la diminution le retrait des côtes, ça risque de poser un gros problème, disons bientôt. Oui, tout à fait. Il y a la migration, il y a eu, mais ça c'était surtout les derniers siècles, ça continue, mais la migration des campagnes vers les villes et bien sûr la migration vers les côtes. Moi je dirais, encore une fois, ça relève plus de migration push que de migration pull, c'est-à-dire que oui, un tout petit peu. Il y a un petit peu de pull aussi parce que il y a plus d'espoir de trouver de quoi faire, même d'espoir de pouvoir aller ailleurs. À la limite, les côtes. Souvent, c'est l'avant. Les seuils d'une migration qui amène plus loin à travers la mer. Je dirais que justement par rapport à ce que certains auteurs comme Saskia Sassen ont relevé, il y a vraiment en Afrique et dans l'Asie, dans l'extrême-orient et dans l'Amérique du centre et du sud, il y a des mouvements d'appropriation des terres et d'expulsion des paysans et des populations qui ont toujours habité sur ces terres-là, de la part des gros monopoles mondiaux. Et ça fait que, justement, il s'agit souvent d'endroits qui sont éloignés des côtes, qui sont des endroits qui étaient restés très traditionnels, un peu laissés pour compte, mais aussi où effectivement certaines biodiversité, une certaine aussi diversité humaine arrivait à se développer. Et maintenant, ces endroits sont détruits ou pillés et les gens, effectivement, vont vers les côtes parce qu'il y a plus de tout ce qui relève du monde globalisé, des activités commerciales, de mouvements, peut-être le tourisme dans certains endroits ou le commerce. Voilà, il y a encore... il y a quelque chose du côté de rattraper la vie qu'on est en train de perdre dans des endroits plus isolés, plus dans l'arrière-terre, retranchés. Et voilà, il y a ces mouvements vers les côtes qui n'est pas très salutaire pour l'environnement, effectivement. On va être un peu en difficulté. On est déjà en difficulté. Les mers qui montent aussi. Alors Jean me dit c'est la dernière question. Oui, c'est tout à l'heure en entendant Camille qui parlait des animaux et des hommes, je me posais la question. On sait que parmi les animaux de compagnie des hommes, il y a le chien, il y a le cheval. Est-ce que en retraçant les trajets qu'on peut reconstituer avec les restes de chevaux, de chiens, et peut-être même l'histoire des races des chiens, est-ce qu'on peut arriver à compléter un peu l'histoire des migrations des hommes qui se sont peut-être déplacés avec leurs chiens, leurs chevaux? Est-ce que l'étude justement de ces animaux-là peut aider à l'étude des migrations des hommes et vice-versa d'ailleurs? Oui, alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Après, c'est vrai qu'encore une fois, moi, je travaille sur le paléolithique et du coup, je connais pas bien les animaux domestiqués entre guillemets. Et je pense que cette question-là, elle est serait plus pour des collègues en fait qui travaillent à partir du néolithique, où il y a des races, où il y a une sélection en fait des animaux par l'homme, et où peut-être, par exemple, pour certaines races de moutons, je pense on pourrait retrouver en fait des déplacements
population, voilà, en fait, de relier en fait des lieux. Mais pour le passé, comme c'est des animaux sauvages, à part le fait qu'on suive ou pas des animaux qui migrent, pour le renne, le bison, c'est compliqué. Ce que je vous disais tout à l'heure, en tout cas, c'est qu'il est peu probable, en tout cas, que les toutes premières sorties d'Afrique soient liées vraiment à ces grands mouvements d'animaux. Là, ils n'ont pas pu vraiment connecter ça. Et pendant longtemps, on a pensé vraiment les premières hypothèses de paléontologues espagnols. Là, je pense à des collègues espagnols qui pensaient vraiment que le fait qu'on puisse arriver en Europe, les tout premiers Européens en fait, étaient liés, étaient dépendants. En fait, on aurait été dépendants de certaines espèces animales, et pas que les herbivores en fait, mais les carnivores, notamment pour l'arrivée en fait, l'apport de charogne, l'apport de carcasse, et notamment 2 carnivores qu'auraient compté selon ses collègues espagnols beaucoup. C'est ce qu'on appelle la hyène géante. C'est un type d'hyène disparu, une grosse hyène charognard, et un félin à dents de sabre du genre Méganthéréon, qui est, vous savez, ces grands tigres avec dents de sabre, qui eux étaient des tueurs spécialisés, avec leurs grandes canines, et qui par contre pouvaient assez mal dévorer la carcasse et pouvaient laisser pas mal de restes en fait aux hommes préhistoriques, et qui auraient pu du coup, grâce à eux, parce qu'ils savaient pas chasser à l'époque. Enfin, ça c'est vraiment une hypothèse. Moi je la suis pas vraiment, parce que du coup, avec d'autres collègues, il y a plein d'autres. Bon, je suis pas en train de vous donner en fait un avis, mais il y a d'autres données qui permettent de dire que déjà, de trouver des charognes dans la nature, c'est pas que lié aux grands félins. On sait dans l'Afrique actuelle que une sécheresse, une maladie, des charognes, il y en a. D'autres carnivores aussi. Et puis aussi, les hommes avaient potentiellement la capacité, les premiers Européens, de chasser du petit gibier. Enfin voilà. Donc du coup, bon voilà, il y a quelques exemples comme ça. On pourrait relier homme et animal dans l'ancien, pour les carnivores, pas que pour les herbivores, mais voilà. C'est pas évident, encore une fois. Je suis désolée, il y a beaucoup d'hypothèses dans la préhistoire et beaucoup de on pourrait, mais il faut bien avoir en tête toutes les autres données et pouvoir un peu tempérer tout ça, quoi. Mais cette question-là, je pense que pour le néolithique, il doit y avoir plus de liens directs. Ouais.